Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre podcast Silicone réalisé avec Céleste. Céleste est un opérateur numérique souverain qui garantit sécurité et maîtrise des données grâce à son infrastructure propriétaire. Dans cet épisode, nous allons voyager dans le temps et retracer l'historique de la cybersécurité dans le cloud et nous nous tournerons aussi vers des horizons futurs. Nous essaierons de comprendre ce qui nous attend en la matière. Pour nous raconter cette histoire passée, présente et future de la cybersécurité et du cloud, je suis avec Julien Delarocque, directeur des opérations cloud chez Céleste. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu. Alors, je le disais, nous allons parler de cybersécurité et de cloud. Mais d'abord, puisqu'on en dresse un historique aujourd'hui, quand a-t-on commencé à utiliser ce terme de cloud? En fait, à l'origine, on parlait pas de cloud, on parlait de serveurs, on parlait de machines physiques. Chaque entreprise, en fait, disposait de ses infrastructures, qui étaient souvent chez elle ou chez des tiers après. Il y avait des gros systèmes aussi de type mainframe qui existaient et puis, au fur et à mesure du temps, bah, tout le monde déployant ses infrastructures, à droite à gauche, on a vu un terme apparaître effectivement qui est le terme cloud dans les années 2000 puisque, certains GAFAM ont commencé à mettre à disposition des ressources qu'eux avaient en propre et à les revendre à des tiers, au travers, d'infrastructures qu'on connaît aujourd'hui, un type, AWS, ou autre. C'est comme ça qu'on a eu ce mot qui est apparu puisqu'en fait, ça devenait des infrastructures qui étaient diffuses un peu partout, sur la planète et puis donc, avec le cloud, les serveurs, quelque part, disparaissent un petit peu. La notion d'infrastructure disparaît aussi puisque, maintenant on arrive sur des infrastructures qui sont, souvent mutualisées. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à tourner sur un seul serveur. On a aussi, l'arrivée de la virtualisation qui a permis, justement cette notion, de service, complémentaire, ou de service IaaS, de service PaaS, de service SaaS, qu'on appelle aujourd'hui, le cloud. Alors justement, vous parlez de virtualisation, c'est une notion importante. Quel rôle a joué cette virtualisation dans l'avènement du cloud? En fait, elle est essentielle cette notion de virtualisation puisqu'aujourd'hui, hem, avant on pouvait vendre du serveur, comme je disais, sur la question précédente, on pouvait vendre du serveur pour y affecter une ressource, un service, et autres. Maintenant, on arrive à sur cette, même machine à faire tourner plusieurs services, indépendants les uns des autres, sécurisés avec, cette notion de virtualisation puisque ça permet de créer des environnements virtuels sur une seule et même machine physique. Ça signifie que, on peut exécuter, un système d'exploitation X, Y ou Z, les uns à côté des autres sur le même matériel, tout en partageant les ressources. Donc c'est à la fois un gain, de simplicité déjà, de standardisation, de déploiement et aussi un gain, dans le fait qu'on va pouvoir, venir tirer le maximum des machines, pour un usage, mutualisé. Alors, pour un usage mutualisé et au niveau de la sécurité des données, qu'est-ce que cela a-t-il changé finalement? Avant, on était donc, comme je disais, sur des systèmes, qui pouvaient être dans les entreprises. Donc en fait, on gérait, la sécurité dans l'entreprise. Maintenant, on est sur une logique, où, depuis l'arrivée d'internet, en fait, toutes les entreprises, sont ou ont accès à internet. Donc de fait, la sécurité, elle a beaucoup changé, puisqu'on est plus sur de la sécurité physique. Il en faut toujours. Par contre, une grande partie des services sont disponibles via internet, ce qui les rend vulnérables et leur donne une surface d'attaque qui est beaucoup plus publique que ce qu'elle n'était, avant. Cette surface d'attaque, via internet permet, la compromission plus facile des systèmes et doit nécessiter un niveau de sécurité beaucoup plus haut, de se protéger à la fois contre des attaques ciblées, mais aussi contre des attaques, plus puissantes, avec un grand nombre d'émetteurs et dont le but est de faire tomber des services, ou de pouvoir faire un écran de fumée pour pouvoir faire après des mouvements latéraux dans les systèmes, d'information. Alors on parle d'attaque, on parle de méthodes de hack. Peut-être pourrait-on rappeler comment la protection face à ces attaques a progressé? Parce qu'on n'a pas toujours été aussi vigilant qu'aujourd'hui face à ces attaques. Tout à fait, avant internet, encore une fois, on sécurisait, autour, on sécurisait à l'intérieur, pour éviter que n'importe quel salarié puisse aller sur le serveur du comptable. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique où, avec internet, on doit se protéger déjà d'internet. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une sécurité qui a monté de niveau et le firewall ne suffit plus. On a besoin de regarder ce qui se passe à l'intérieur des flux applicatifs.
on a besoin, de pouvoir, protéger, un site, par exemple, de e-commerce d'un certain nombre de robots qui peuvent venir l'attaquer, d'un certain nombre de failles qui existent potentiellement dans les applicatifs ou dans les, composants qui sont utilisés dans les sites e-commerce. Donc on a besoin de monter son niveau, un peu plus haut et puis on a besoin aussi de se protéger sur des attaques de masse, que sont par exemple ce qu'on appelle les DDoS, qui sont des attaques distribuées et sur lesquelles, là on est capable de mettre en place des solutions, pour lutter contre ça. Vous avez parlé, d'e-commerce. L'e-commerce a beaucoup joué dans l'évolution des besoins et des solutions de défense. On peut peut-être développer en quoi l'e-commerce finalement a augmenté les risques en matière de sécurité en ligne? Parce que, avant des activités, fonctionnaient par exemple avec du fax ou du téléphone pour des commandes. Aujourd'hui, tous les flux passent par internet. Donc ça veut dire qu'une entreprise de logistique reçoit aussi, tous ces demandes de traitement, très souvent par internet ou par, des canaux, B2C. Donc c'est-à-dire, c'est qu'un client qui va venir commander en ligne sur une plateforme de vente. Donc de fait, l'activité via internet est beaucoup plus critique et beaucoup plus sensible, sur le chiffre d'affaires et donc de fait, on a besoin de la protéger, donc on a besoin de mettre du firewall applicatif. De plus en plus, ces solutions, on utilise des solutions type SaaS, c'est-à-dire, qui sont prêts à l'usage et ces solutions prêtes à l'usage, font tourner, des milliers, voire des millions de sociétés, partout dans le monde et donc elles deviennent de plus en plus sensibles, en cas d'attaque. Donc pour répondre à ça, bah, effectivement, comme je pouvais le dire, bah, c'est du firewall applicatif. C'est, de l'anti-bot pour éviter qu'on fasse des commandes automatisées avec des faux numéros de carte bleue, par exemple, ou on essaye d'aller, changer des prix sur des articles. Ça va être, des systèmes anti usurpation. En fait, on voit de plus en plus que, heu, même votre banque, ou même n'importe quel site bientôt vous obligera à vous authentifier une première fois, puis donner un code, qui vous est envoyé ou qui est connu que de vous-même. On arrive dans des niveaux, de, complexité pour pouvoir prouver son identité qui permettent justement d'éviter tous ces systèmes d'usurpation, qui, peuvent avoir des conséquences, très graves sur la vie de tous les jours. Parmi les attaques, on a vu aussi arriver les attaques de bots. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah, les bots en fait, ils sont là pour simuler de l'humain. On arrive à les contrecarrer, par, plusieurs méthodes, aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'ici. Qui était simplement de la reconnaissance, qui nécessite un petit peu d'intelligence, un peu de reconnaissance, de l'œil humain et du cerveau humain pour pouvoir remplir une question ou faire une tâche. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué puisque, avec les systèmes, d'IA, on va pouvoir, imiter de mieux en mieux le comportement humain, voire avoir des réponses qui sont de plus en plus humaines. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, heu, pour les systèmes, anti-bot, mais c'est un mal nécessaire puisqu'il y a énormément de commandes qui sont, passées, sinon sur les sites qui n'ont pas de système anti-bot. Alors aujourd'hui, sur tout ça, où est-ce qu'on en est? Quels sont, finalement les enjeux de la sécurité des données dans le cloud, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en 2026? D'abord, on a ce qu'on appelle, une chose essentielle, c'est la sécurité, périmétrique, c'est de vérifier qui a accès au système d'information, qui est authentifié. Donc ça, c'est aujourd'hui plus qu'un mal nécessaire. Il faut sécuriser, l'accès aux documentations puisque ça peut être, également problématique. Il ne faut pas que les documentations sur les différents systèmes d'information se baladent, à droite à gauche. Donc ça veut dire, faire attention sur, où est-ce qu'elles sont stockées, qui y a accès, comment on peut la partager ou non. Il y a aussi, le contexte de plus en plus géopolitique actuel qui fait qu'aller déposer ses données sur un espace qui est d'un pays qui est certes, potentiellement un ami aujourd'hui, mais qui pourrait être un ennemi demain, ça devient compliqué. Donc je disais gestion des utilisateurs, l'identité, les droits, le contexte de cloud hybride aussi qui demande à avoir, de plus en plus d'annuaires partagés pour permettre de partager les droits et d'avoir un annuaire unifié qui permet en un seul endroit de révoquer un utilisateur, ça c'est essentiel. Et puis on oublie toujours, mais un des très grands facteurs de pénétration d'un système d'information aussi, ce sont ce qu'on appelle les endpoints, donc c'est-à-dire les appareils qui se connectent sur le système d'information. Typiquement les PC d'entreprise, voilà, un PC volé est une porte,
une porte, dérobée qui permet à celui qui l'a volé, potentiellement d'accéder au système d'information, de la société qui est derrière, hein, que ça soit intentionnel ou non. Il y a aussi une question de traçabilité des accès pour un administrateur de système. Oui et ça se renforce de plus en plus par la législation. On est de plus en plus contraints et nos clients, chez Céleste de plus en plus contraints par, cette notion, de traçabilité des accès et de donner le moyen à des administrateurs, certes de faire leur travail, mais de le faire, avec, un certain suivi, une certaine preuve des actions qui sont réalisées. Voilà, aujourd'hui des normes comme SecNumCloud, vont pousser ça à l'extrême. Aujourd'hui, voilà, le simple login mot de passe ne suffit pas. Il faut des authentifications multifacteurs, il faut des systèmes d'information, d'administration, séparés. Donc, pour être très concret, de quel système de protection faut-il se munir absolument aujourd'hui pour limiter les risques? Alors pour limiter les risques, il faut absolument se munir d'une solution de contrôle des endpoints, donc du poste de travail, des serveurs, des équipements réseau, que tout ça puisse remonter dans un SIEM avec une offre de SOC, derrière, donc des gens qui sont à surveiller, les logs, vérifier que tout se passe bien, vérifier qu'il y a pas de comportements anormaux puisque, on va pouvoir avec, des solutions de type XDR, remonter les traces, vérifier qu'un utilisateur se connecte bien à un espace où il a bien le droit et qu'il essaye pas d'aller, juste à côté ou qu'il essaye pas d'y aller, 15 fois en 1 minute à côté, qui sont des comportements anormaux, donc ce qui peut aussi, permettre de détecter un vol de PC par exemple, ou, un utilisateur qui essaye d'aller, pénétrer à des endroits où il n'a pas le droit d'aller. Donc ça, c'est essentiel. Il faut absolument des protections applicatives sur tous les services que l'on expose, notamment sur internet, mais pas que. Il faut qu'on puisse, mettre des règles les plus fines possibles, qu'on puisse, contrôler aussi, le code qui est mis, dans les applicatifs pour éviter d'utiliser des composants qui puissent être faillibles par la suite. Il faut une politique de sécurité qui correspond à votre métier, qui correspond, à la réglementation aussi qui est en usage, en France et en Europe. Il faut des campagnes de sensibilisation puisque la plus grande des risques aujourd'hui qui existent, reste, encore, l'utilisateur, hein. L'homme est très souvent la faille. Voilà. Sur ces politiques de sécurité, qui est responsable de la sécurité d'un système d'information? Est-ce que c'est le fournisseur ou bien c'est l'entreprise utilisatrice? Eh bah, il y a un peu des 2. En fait, votre fournisseur, si vous venez le voir pour, des certifications réglementaires qu'il a type, HDS ou ISO 27001 ou autre, bah, il a une part de responsabilité. Donc c'est une responsabilité qui est partagée puisque le fournisseur doit, de par ses certifications, faire un certain nombre d'actions, faire de la prévenance et vous expliquer, ce que l'on attend de vous en tant que client. Donc ça, c'est le devoir des gens comme Céleste qui, vont faire de l'infogérance. Par contre, le client reste responsable de tout ce qu'il déploie, sur les infrastructures également. Si, il vient déployer un logiciel qui ou de partage de fichiers alors que la réglementation, interdit, tout partage de fichiers, au travers du service qui est souscrit, bah, voilà, c'est lui qui est responsable de ce qu'il déploie aussi. Il est aussi, responsable de toute la partie applicative. Voilà, la plupart du temps, les infogérants, les hébergeurs, ne vont pas jusqu'à auditer le code applicatif, ça va être le rôle de Web Agency ou de société éditrice de logiciels. Donc de fait, il y a forcément une responsabilité partagée. Alors, on a regardé dans le rétroviseur, on a parlé des enjeux actuels. Dernière partie de notre entretien, on va se projeter. À quoi faut-il s'attendre dans les années qui viennent, voire peut-être même dans les mois qui viennent? L'enjeu principal, c'est l'accélération du non humain. C'est une jolie façon de dire que c'est l'intelligence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence, artificielle. Il faut de plus en plus se poser la question de savoir si c'est un humain en face de nous. Ça, c'est la vraie question, c'est de demain comment prouver qu'on est un humain? Ça va être de plus en plus dur. Donc aujourd'hui, on parle de 2FA ou MFA, sur le multifacteur. Voilà, on peut imaginer que dans le futur, on n'en ait pas que 2 et qu'on puisse en avoir plusieurs, pour garantir qu'on est bien la bonne personne humaine. Donc ça, c'est la première partie. Le durcissement de la réglementation. On voit bien, de plus en plus que,
Les systèmes qui demandent des administrations séparées, dans la réglementation sont de plus en plus décrits et obligatoires. Ça va devenir, de plus en plus courant. Donc, le fait d'utiliser, du Septim Cloud, et des moyens d'administration séparés. Et puis, bah, ce qui bouleverse, beaucoup de choses aussi, c'est le cadre géopolitique, puisque aujourd'hui, tant côté américain que chinois, nous, Européens au milieu, on est un peu tiraillés, et on ne sait pas ce que demain, il sera possible de faire, avec, ses fournisseurs. Donc, de recréer un cadre européen, en tout cas pour la suite, ça paraît plus que nécessaire. C'est un vrai défi. L'open source aussi, ça pourrait s'avérer un peu efficace quand on est sur du code ouvert que n'importe qui peut auditer. Hem, donc ça pourrait permettre, bah, de garantir, non pas qu'il y ait des failles, il y ait pas de failles dans l'open source puisque on sait qu'il y en a aussi, mais de permettre de travailler main dans la main entre, plusieurs communautés et plusieurs continents sur des produits qui s'avéreront, sûrement plus efficaces, dans le cadre géopolitique que des solutions propriétaires, qui appartiennent à un État ou qui sont d'une certaine nationalité. Alors, parmi les enjeux à venir, en premier lieu, vous parliez de non-humain, d'intelligence artificielle. Il y a des menaces accrues qui vont accompagner cet essor attendu et qui est déjà là d'ailleurs de l'intelligence artificielle, ou peut-être un changement de la nature des menaces? Changement de la nature, pas tout à fait, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des moteurs IA qui sont spécialisés, dans les attaques. Là, le dernier exemple qu'on a en date, bah, c'est la sortie de l'algorithme Mythos, d'Anthropic, qui a permis de découvrir énormément de failles dans, des logiciels. L'État américain a décidé de ne pas donner l'autorisation à Anthropic de le sortir. Donc, on arrive, voilà, à des systèmes qui sont tellement évolués qu'ils vont pouvoir corriger toutes les failles ou trouver toutes les failles. Et ces failles-là, bah, soit elles permettent à des États de les exploiter et d'aller se balader dans tous les systèmes d'information de ses ennemis ou de ses alliés d'ailleurs, pour aller chercher de l'information, soit elle est donnée à la communauté et elle permet de sécuriser tout le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, on se dirige plus vers, le fait que ça profite plus aux États-Unis qu'au reste du monde. Donc ça, c'est une vraie menace géopolitique pour la suite et c'est une vraie balance de pouvoir. Est-ce qu'on peut imaginer que des IA à la fois puissantes et qui fonctionnent en circuit fermé se généralisent? Oui, je pense que c'est même un des grands avenirs pour la suite, c'est-à-dire que les sociétés, utilisent des ressources, d'IA publiques, pour ce qu'elles savent très bien faire, mais qu'elles investissent aussi sur des ressources de calcul IA internes pour leur permettre, soit avec, de simples stations de travail, soit avec des serveurs, un peu évolués, voire, très évolués en fonction de ce qu'on a besoin de leur faire faire, on puisse travailler sur un jeu de données qui est privé, en local, dans son entreprise ou chez son fournisseur. De manière à garantir que la donnée, elle est à un seul endroit, qu'elle ne se balade pas partout sur internet et qu'elle puisse, entre guillemets, «garder sa souveraineté», le cas échéant. Pour conclure, revenons à l'humain. On a beaucoup parlé de machines, on a beaucoup parlé d'IA, mais finalement, derrière les attaques, comme derrière les systèmes de protection d'ailleurs, il y a des personnes. Alors, elles peuvent être malveillantes, elles peuvent être bienveillantes. Vous avez commencé à l'évoquer, mais est-ce que vous diriez vraiment que la plus grande faille qui menace la sécurité des systèmes d'information et du cloud, finalement, c'est l'humain? Moi, j'en suis convaincu. Moi, j'en suis convaincu puisqu'on voit aujourd'hui que même les 1res attaques faites par IA, en fait, essayent de recopier un peu, ce qu'étaient, des comportements humains aussi. Bah, l'arnaque au président, qui est un grand classique, hein. De se faire passer, auprès d'une secrétaire pour le président qui est parti en vacances et qui a besoin absolument d'un virement urgent, parce que, on lui a tout volé ou autre, hein, il y a plein de scénarios. Dans le temps, on se faisait passer pour le faux électricien, qui venait faire un faux contrôle pour pouvoir facturer des choses. Demain, ça risque de toujours exister ça et on sait que on arrive assez vite à aller récupérer de l'information directement ou indirectement auprès d'humains.
Là où on va passer beaucoup plus de temps à essayer de l'obtenir, au travers des systèmes d'information et de la surface d'attaque qu'elle propose. Donc l'humain reste toujours une très grande faille. C'est pour ça que on ne peut pas, travailler, la sécurité sans travailler, la sensibilisation et l'éducation autour de cette sécurité. C'est de plus en plus complexe. Moi, je vois bien avec les personnes qui sont plutôt ados ou enfants, ils ont un tel usage du numérique, c'est si facile qu'ils ne se posent même plus la question de savoir, comment c'est construit, comment ça si c'est sécurisé ou pas, en fait, et ils utilisent et ils se posent pas la question. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien Delarocque. Merci de nous avoir éclairés sur la cybersécurité dans cet environnement cloud. Il est temps de refermer cette discussion et ce podcast et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.